Dans l'actualité ce soir, moins de grévistes mais plus de monde dans les cortèges. La journée d'action sociale a encore été très bien suivie. 3 millions de manifestants selon la CGT, 1 200 000 selon la police. Dans les transports, le trafic a été conforme aux prévisions. Dans l'actualité également, une nouvelle agression à l'école sur fond de bataille de bandes. Le principal d'un collège a été roué de coups à Garges-les-Gonesse, près de Paris. Joseph Fritzl a été condamné à la prison à vie en Autriche. Il sera placé en internement psychiatrique. Je regrette de tout mon cœur, mais je n'y peux plus rien, avait lâché le père de famille incestueux juste avant le verdict. Est-ce la fin de l'état de grâce pour Barack Obama? Le président américain est vivement critiqué pour avoir sous-estimé le scandale des primes versées par l'assureur AIG, pourtant renfloué par de l'argent public. Enfin, vivre avec le sida. À l'occasion du lancement du SIDAction, nous découvrirons un aspect peu connu de la maladie. Certains séropositifs vivent depuis plus de 25 ans avec le virus. Reportage à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. On disait que l'affluence dans les manifestations serait un baromètre du climat social. Eh bien, sous un soleil printanier, les défilés ont réuni aujourd'hui davantage de monde encore que le 29 janvier dernier. 10 à 20% de plus selon les sources. Premier Tour de France avec Julien Dupéret, Sylvain Gauthier et nos bureaux à Rennes et à Lyon. Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, les cortèges ont envahi les rues de 213 villes, des défilés souvent imposants. 3 millions de manifestants selon les syndicats, 1 200 000 selon le ministère de l'Intérieur. Dans les deux cas, des chiffres en hausse par rapport au mouvement du 29 janvier. Le nombre de grévistes est lui en baisse dans la fonction publique, 21,1%. Qui manifeste pour la première fois ici? Jamais ces téléconseillères rennaises n'avaient battu le pavé. Mais aujourd'hui, leur entreprise va mal. Non, ça nous touche vraiment. On ne sait pas où on va. On risque peut-être de perdre nos emplois. En nombre des salariés du privé, comme les ouvriers de Peugeot Citroën. C'est la première fois que je viens dans la rue. C'est la première fois parce qu'on a ras-le-bol qu'à 1 000 € par mois, c'est pas la peine de... Pour vivre, c'est pas évident, quoi. Pourquoi la première fois? Parce que commence à avoir ras-le-bol un peu de tout ce que fait le gouvernement, de ce que font les employeurs, quoi. Ils jouent avec nous. Grande ou petite ville, même mobilisation. Annonay dans l'Ardèche, depuis 400 ans, ville du papier Canson, 2 usines viennent de fermer. Toujours le même scénario, ils abusent de nous, puis voilà. Alors qu'il y a du boulot, tout marche bien, mais non, ils délocalisent, puis voilà. Ça vous met les larmes aux yeux à ce point-là? C'est sûr. Pourquoi? Venir quoi? Nos petits vont faire quoi? On n'a qu'un salaire pour 4. C'est-à-dire combien? 1500 €. Et ça devient dur. Oh oui, très dur. On vit plus avec ça maintenant. Nous, nos patrons, ils font beaucoup de bénéfices et ils veulent même pas nous donner un brin de son argent. Des revendications différentes, mais avec un même chemin dans toute la France, la rue. Et comme souvent, c'est à Paris que la manifestation a été la plus imposante. C'est là également que se sont retrouvés les responsables syndicaux. Ils évoquent ce soir une réussite et ils demandent des réponses. Romain Messi, Stéphane Guillemot. Ils ont pris d'assaut la place de la Bastille. Leur motivation, la crise. Actifs ou retraités, salariés du public comme du privé, tous se sentent aujourd'hui concernés. On a peur pour tout le monde, pour nos vieux, pour nos enfants, pour tout le monde. Bon, moi, j'ai pas de problème personnellement, mais c'est par solidarité et parce que j'ai un peu peur pour mes enfants. On ne peut être que solidaire et donc là, il faut être présent. Et donc j'étais là effectivement au mois de janvier, je suis là aujourd'hui, je serai encore là demain, tant que les choses ne s'amélioreront pas, voilà, tout simplement. Dans le cortège, beaucoup de fonctionnaires, mais également les victimes des plans sociaux, comme les salariés de cette entreprise automobile. Le travail, on ferme ici en France, elle va passer en Pologne, en Allemagne, en Inde, en Chine. Et ça, c'est pas juste. Crainte du chômage et colère contre le gouvernement, accusé de ne pas en faire assez pour les salariés. On continue à faire profiter les riches d'un bouclier fiscal et donc je dénonce ça, je ne suis pas d'accord. Trouvez-vous normal que les banques licencient, que tout le monde licencie alors qu'on leur a donné de l'argent? Pour moi, c'est inadmissible. Unis en tête de cortège, les leaders syndicaux évoquent une mobilisation record et appellent le gouvernement à de nouvelles mesures sociales.
peut-être que ce soir, je parle encore avec réserve, mais nous allons avoisiner les 3 millions de manifestants, sans doute, un peu en dessous ou un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'on aura franchi un palier dans la mobilisation. Qu'est-ce qu'il attend, le gouvernement? Il attend qu'on soit non pas en récession, mais en dépression pour agir. Il sera trop tard si c'est ça. S'il ne sait pas ce que je peux comprendre, comment la situation va évoluer dans les semaines à venir sur le plan économique, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut se mettre toutes les chances de son côté. Cet après-midi, les partis de gauche se sont offerts une place dans la manifestation parisienne, l'occasion de s'afficher dans le camp des salariés. Les salariés, les cadres aussi, ont le sentiment d'être la variable d'ajustement. Quand François Fillon et Sarkozy disent d'avance on ne cédera rien, envoient un bras d'honneur à des millions de manifestants, c'est assumer le fait qu'il y aura une radicalisation et une amplification de ce conflit. Pour les syndicats, le traditionnel défilé du 1er mai s'annonce déjà comme une nouvelle journée de grande mobilisation partout en France. Image aussi de la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, qui est restée à domicile, si l'on peut dire. Elle a manifesté à Lille. Elle réclame, je cite, une vraie relance avec une prime de 500 € pour les bas salaires. Ségolène Royal, elle aussi, est restée dans sa région à Poitiers. Pour elle, le comportement de l'État est désespérant sur le plan de l'efficacité économique. Fin de citation. Ce qui retient l'attention également à l'issue de cette journée, on l'a déjà entendu, c'est la participation de salariés du privé. Ils sont en première ligne. Exemple dans l'Oise où les employés de l'usine Continentale ont été salués par la population. Sur place, Caroline Thébault, José Boulestex. Ils se sont donné rendez-vous devant leur usine, autant dire chez eux. Ma famille, elle est là, j'ai travaillé 30 ans, c'est ma famille, c'est mes frères. 1120 salariés. Leur but, aller jusqu'à Compiègne et trouver en route la solidarité, cette fois, des usines alentours. Et après on ramasse Colgate-Palmolive. D'accord, ouais. Et après direction de cortège. Ok, en tout cas, super content que vous soyez là. Merci les gars. Super content. Sanofi Aventis, Colgate-Palmolive. À chaque étape, le cortège grossit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que l'on est en train de faire à notre région, à la France, à tous ces gens qui ont transpiré, qui vont regarder derrière eux, vont se dire mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on en arrive où? C'est cynique, je peux être que là. 5 km plus loin, Compiègne. La foule, comme sur une ligne d'arrivée. Pourquoi je viens? Pour être solidaire avec des tas de gens qui se retrouvent aussi au chômage comme moi. Voilà. Faut soutenir mes clients. S'il n'y en a plus de clients, on ne travaille plus. Nous ne sommes plus vraiment concernés, mais par solidarité, je pense que c'est nécessaire d'être là. Il y a plus de 10 000 personnes. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde. Super. De mémoire de Picard, dans les rues de Compiègne, on n'avait jamais vu ça. Un peu plus de manifestants donc, mais un peu moins de grévistes dans la fonction publique et dans les transports. Du coup, pour les usagers, la pagaille a été évitée. Le service minimum a plutôt bien fonctionné. Mallory Aounou, Frédéric Capron. La grève était annoncée, ils l'ont anticipée. Beaucoup de voyageurs ont avancé leur réveil ce matin. Alors quand le soir venu, le train reste à quai, certains sont un brin exaspérés. On est bloqué et je voudrais bien rentrer chez moi après une très grosse journée de travail. Vous passez la nuit à Paris finalement. Sur Paris, oui, ce sera beaucoup plus simple je crois, parce qu'on n'est pas parti je crois. De la lassitude, mais pas de grosses pagailles dans les transports en commun aujourd'hui. 85% des réseaux ont fonctionné à plus de 50%. Du côté de la SNCF, la mobilisation est similaire à la dernière grève. Moins de trains, mais aussi peu de passagers. En gare de Lille comme ailleurs, on s'est visiblement organisé. Un train régional sur 3, un TGV sur 2 et des usagers plus ou moins conciliants. Non, ça ne m'embête pas parce que je dirais presque c'est pour la bonne cause. Hein? Ça me pose un problème parce que je travaille, j'avais un rendez-vous à Paris, je devais prendre mon train à 9h qui était annulé. J'ai 4 enfants qui sont heureusement dans l'école privée, donc ils vont à l'école, donc là j'ai pas de soucis. Mesure anti-souci, un autre service minimum dans les écoles primaires celui-là, théoriquement en place partout. 80% des grandes villes l'ont finalement organisé, un soulagement pour les parents. Du coup on est peut-être plus, je dirais pas solidaire, mais plus attentif aux demandes, puisque comme ça on est aussi un petit peu préservé. Pourtant à Paris, l'accueil n'a fonctionné que dans un tiers des écoles touchées, faute d'animateurs volontaires. La ville de Lyon avait-elle mobilisé 8 gymnases, 80 agents, mais seulement 35 élèves en ont profité. 6 mois après avoir été généralisé, le service d'accueil ne fait toujours pas l'unanimité.
Alors au soir de cette journée, quelle réaction du côté du gouvernement et de l'Elysée? Pas de commentaire de Nicolas Sarkozy qui est à Bruxelles pour un conseil européen consacré justement à la crise. Son conseiller pour les affaires sociales, Raymond Soubi, a estimé sur RTL qu'il n'y avait pas d'étape franchie dans la mobilisation. Il évoque une inquiétude légitime et déclare que les mesures annoncées lors du sommet social de février vont produire leurs effets. Je vous propose d'écouter maintenant Brice Hortefeux, le ministre du Travail et des Relations sociales, propos recueillis par France 2, pour France 2, par Michaël Darmon et Didier Daron. Nous sommes, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, nous sommes totalement aux côtés des Français pour surmonter ensemble cette crise mondiale sans doute la plus grave que nous ayons connue depuis 1929. Sans mesure. Pas du tout. Nouvelle, pas de sommet social cette fois-ci. Comment traiter cette fois-ci l'inquiétude et les plans sociaux qui s'accumulent? Eh bien, le président de la République n'a pas demandé au gouvernement. Il a exigé du gouvernement que toutes les mesures qui ont été annoncées lors du sommet social, après la discussion, après le dialogue, eh bien, rentrent en vigueur entre aujourd'hui et le mois de juin. C'est par exemple le cas de la baisse de la fiscalité, puisque vous savez que 6 millions de familles, par exemple, dès le mois de mai, ne paieront pas le deuxième tiers. Et c'est le cas en matière familiale, puisqu'il y a une prime de 150 € qui doit être versée. Et je me bats avec Nadine Morano pour que cela soit dès le mois de juin. Nous avons la volonté d'à la fois d'anticiper, d'accompagner et de permettre la sortie de crise. Un mot encore sur cette journée avec le résultat de la question de la semaine que nous vous proposions lundi. Soutenez-vous le mouvement de protestation sociale de ce 19 mars? Résultat, oui, 65,5%, non 34,5%. Vous avez été plus de 21 000 à nous répondre sur france2.fr. Merci à tous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce mouvement qui affecte aussi France Télévisions. En conséquence, ce journal est réalisé dans des conditions particulières et par le personnel non gréviste, selon la formule consacrée. Autre titre de l'actualité, cette nouvelle agression à l'école suite à l'intrusion d'une bande. Le principal d'un collège de Garges-les-Gonesse a été frappé et hospitalisé. Vincent Fischmann, Vincent Barral. Devant le collège toute la matinée, l'ambiance est très tendue. Une première bagarre à 9h30. Plus tard, à la pause de midi, un attroupement se forme devant le collège. Règlement de compte, représailles, ils sont nombreux et recherchent un élève en particulier. Début de bagarre. Le principal essaye alors de s'interposer. Excusez-moi, qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement, j'ai eu à faire face à l'intrusion d'un groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient venus pour agresser un de mes élèves. Et donc, il y avait un risque, et à partir du moment où les personnes qui rentraient dans l'établissement avaient des marteaux, étaient en possession de marteaux, de barres de fer et de bâtons. Et quand j'ai vu qu'il y avait un risque important pour l'élève, et comme je n'arrivais pas à maîtriser ce groupe trop important, j'ai plaqué l'élève au sol et j'ai fait rempart de ma personne. Blessé à la main et à l'épaule, le principal va être conduit à l'hôpital. Il en ressortira en milieu d'après-midi. Rivalité entre bandes, intrusion dans un collège. En moins de 10 jours, c'est la deuxième affaire du genre en banlieue parisienne. Toute la difficulté dans laquelle nous sommes, vous savez, avec ces violences urbaines, c'est que ce sont des phénomènes qui se produisent très soudainement, avec des jeunes qui communiquent avec tous les outils de la technologie moderne, et qui malheureusement, justement, arrivent par surprise, et ça va très vite. 3 adolescents sont en garde à vue, dont 2 élèves du collège. Tous sont mineurs. L'Éducation nationale a demandé au chef d'établissement de porter plainte. Le verdict en Autriche dans le procès de Joseph Fritzl, sans surprise, il est condamné à la prison à vie, c'est la peine maximale. Le père incestueux qui avait séquestré et violé sa fille pendant 24 ans a accueilli le verdict sans broncher. Juste avant, il avait lâché un mot de regret. Sur place, Jérôme Bonny, Michaël Averte. Joseph Fritzl, visage découvert cet après-midi, juste avant l'énoncé du verdict. La prison à vie pour avoir séquestré 24 ans et violé quelque 3000 fois sa fille Elisabeth. Et pour l'homicide de l'un des enfants de cette liaison incestueuse, mort 2 jours après sa naissance, en 1996. À Sankt-Pölten, ce petit bourg de Basse-Autriche, la lourdeur de la sentence est un soulagement. Il n'y a pas de peine assez lourde pour un tel forfait. Fritzl sera d'abord en internement psychiatrique, en attendant une éventuelle amélioration de son état. Son procès a basculé hier matin quand il s'est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.
Volte-face complète de son système de défense qui est intervenu après qu'il ait visionné avec le tribunal la vidéo où sa fille, qui a aujourd'hui 42 ans, exprime la douleur de près d'un quart de siècle de captivité dans la cave de la maison familiale où elle a donné naissance à 7 enfants de l'inceste. Il voyait cette vidéo pour la première fois. Et c'est, semble-t-il, la raison du choc qui a conduit à un changement et à sa prise de responsabilité. Et ce qui a le plus perturbé Joseph Fritzl, c'est que sa fille, sa victime, était présente dans le prétoire mardi dernier pour observer les réactions de son père face au récit de son martyre sur vidéo. On reste à l'étranger avec la première épreuve pour Barack Obama. Le président américain fait face à de vives critiques. Il est accusé de passivité dans le scandale AIG, cette société d'assurance sauvée de la faillite grâce à l'argent public, mais qui a versé de confortables primes à ses dirigeants. Bonsoir Alan Chalvron, vous êtes en direct de Washington. C'est le premier gros coup de tabac. Peut-on dire que Barack Obama est déstabilisé ? Oui, même s'il n'est pour rien dans le versement de ces primes, naturellement. C'est qu'ici, le scandale est énorme. Il y a même un sénateur qui a conseillé aux dirigeants d'AIG d'aller se suicider. Le scandale est proportionnel aux sommes engagées. 180 milliards de dollars d'argent public versés à AIG. Alors naturellement, on a cherché un responsable et il s'en trouvait un tout désigné, le secrétaire au Trésor Timothy Geithner. Il avait été averti du versement de ces primes, mais n'a rien fait pour l'empêcher. On lui reproche surtout de ne pas avoir essayé de négocier le versement de l'argent public contre l'abolition des primes. On commençait donc à réclamer sa tête. Et c'est là que Barack Obama est monté en première ligne pour soutenir son ministre. Le responsable en dernier recours, dit-il, c'est moi, espérant ainsi calmer la tempête. C'est à moitié réussi, mais le coup de tabac laissera des traces. Alan Chalvron à Washington, merci Alain. Les États-Unis où l'on célèbre, entre guillemets, les 6 ans de l'offensive en Irak. C'était le 19 mars 2003, une guerre qui a bien sûr marqué la décennie. Aujourd'hui, la violence a-t-elle réellement baissé? La vie quotidienne a-t-elle vraiment repris à Bagdad? Voici le nouveau visage de la capitale irakienne. Envoyés spéciaux Renaud Bernard, Tristan Lebras. Une marée de fidèles. Pour les chiites, c'est le jour le plus sacré. La prière du vendredi. Au temps de Saddam Hussein, les habitants de Sadr City n'avaient pas le droit de se rassembler dans la rue. Aujourd'hui, c'est permis. Et dans son prêche, l'imam ne se prive pas d'aborder toutes les questions, surtout la politique. Ici, il commente les résultats des dernières élections. Nous les chiites, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le gouvernement et le pays à se relever. L'imam qui appelle à soutenir le gouvernement, les enfants qui s'amusent sous la protection des soldats. En un an, Sadr City a changé de visage. Voici la même rue. L'an dernier, c'était l'insurrection. Le quartier était en guerre contre le gouvernement. Pour mater la rébellion, les autorités ont frappé sans discernement. Elles ont fait plus de 1000 morts à l'arme lourde, comme ici, dans cette rue. 54 tués d'un seul coup dans un bombardement. Il y avait des enfants, des vieillards, des femmes. Regardez ces ruines. C'est tout ce qu'il reste de la maison. Jusqu'à ce jour, personne n'est venu retirer les cadavres des décombres. À Sadr City aujourd'hui, plus question de se rebeller. Le 1,5 million d'habitants du quartier semblent rentrer dans le rang. Dans cette maison, pas d'eau courante, juste la misère et les stigmates des combats du printemps dernier. Ce père de famille a perdu son fils l'an dernier. Ali n'avait que 2 ans. Les autorités ont fait comme Al-Qaïda. D'abord, ils ont tiré une première roquette sur la maison. Et quand les secours sont arrivés, ils ont bombardé une nouvelle fois. Un gouvernement à poigne d'acier. C'est le prix de la sécurité. À Bagdad, la violence a baissé de 90% ces derniers mois. Avant, le quartier n'était pas du tout sécurisé. Tout le monde a eu peur, des familles entières ont fui. Maintenant, on contrôle le terrain 24 heures sur 24 et les gens sont revenus. Ce quartier de Bagdad incarne parfaitement le renouveau de l'Irak. Des scientifiques américains y ont mené une expérience significative. Ils ont comparé des photos satellites prises la nuit, d'abord en mars 2006, puis en décembre 2007. Et ils se sont aperçus qu'en l'espace de 20 mois, la moitié des maisons n'étaient plus éclairées, la moitié de la population avait fui la violence.
Ce quartier était devenu un coupe-gorge, tenu par les milices religieuses et les terroristes d'Al-Qaïda. Impensable il y a seulement 2 mois, aujourd'hui le marché de nuit a rouvert ses portes. Il n'y a plus de violence ici, je peux rester ouvert jusqu'à 9h30. Même la mixité religieuse qui avait totalement disparu du pays semble revenue. Mes amis sont sunnites. Je suis chiite, mais ma propre femme est sunnite. Voici la statue de la liberté irakienne, en plein centre de Bagdad. Au même endroit avant trônait celle de Saddam Hussein. C'est ici que le rêve d'un nouvel Irak est né il y a 6 ans. La chute de la dictature, célébrée ce jour-là par quelques centaines d'Irakiens. Insulte suprême dans le monde arabe, ils avaient savaté la statue avec leurs chaussures. Comme Kamal Joundi, qui était là à l'époque pour manifester sa joie sur la tête du dictateur. Il était pétri d'espoir pour ce nouvel Irak, depuis il en est revenu. On a vraiment cru qu'on nous amenait la liberté et la démocratie. À ce moment-là, on n'imaginait pas du tout le cauchemar dans lequel on tomberait par la suite. L'artiste qui a sculpté cette étrange œuvre d'art a été assassiné 10 jours seulement après l'inauguration de sa statue. Comme pour rappeler que sur les bords du Tigre, rien n'est jamais acquis. En bref, encore à l'étranger, le pape poursuit sa visite au Cameroun. Elle a pris une tournure plus consensuelle aujourd'hui avec cette messe géante devant plus de 60 000 personnes à Yaoundé. Dans son homélie, Benoît XVI s'est exprimé en français. Il a déploré, je le cite, le bouleversement de la vie traditionnelle africaine et la tyrannie du matérialisme sous l'effet de la mondialisation. Son entourage a par ailleurs regretté aujourd'hui que la polémique sur le sida ait relégué au second plan le succès populaire de ce voyage. Précisément, c'est ce soir que commence le SIDAction, 11 chaînes de télévision, dont le groupe France Télé, et la plupart des grandes radios s'associent pour récolter des fonds. Voici, à cette occasion, un aspect peu connu de la maladie. Qui aurait imaginé que certains vivraient avec le virus pendant 10, 20 ans et même davantage? Voici l'homme qui détient sans doute le record en France. Il aurait été contaminé il y a 27 ans. Perrine Bonnet, Frédéric Capron. Bernard Sellier déborde de projets. Une exposition photo, un livre. Cette année, il a eu 60 ans et il le fête comme une victoire. Mais c'est une victoire comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Comme si j'avais été en Asie, au Cambodge, la victoire contre les Khmers rouges. 1982, Bernard Sellier tombe malade. Les médecins ne comprennent pas de quoi il souffre. L'année suivante, des chercheurs français découvrent le virus du sida. Il est l'un des tout premiers à être testé, séropositif. La seule chose qu'on savait, c'était que j'étais condamné à quelques mois. Mais ça voulait strictement rien dire. Il n'y avait aucun médicament. On ne savait même pas comment le virus fonctionnait. Il va attendre 5 ans avant qu'on lui propose le premier traitement, l'AZT. C'était un médicament formidable, mais un médicament qu'on ne savait pas du tout maîtriser. Il m'a détruit les veines, il m'a détruit mes jambes, mais je l'ai pris toutes les 4 heures, jour et nuit. Malgré la souffrance, Bernard Sellier résiste encore au virus, à 60 ans passés. Et ce n'est plus exceptionnel. Aujourd'hui, un séropositif sur 5 à 50 ans ou plus, grâce au progrès des traitements, mais aussi parce que l'âge moyen de la contamination augmente. Beaucoup de personnes se contaminent à 40, 45 ans, donc des personnes qui vont rapidement arriver à 50 ans et à un âge plus avancé. Bien sûr, vieillir avec le sida, c'est vieillir plus vite, plus difficilement. Mais vieillir pour Bernard, c'est vivre. Ce soir, Envoyé spécial revient sur le sujet avec un reportage sur le Swaziland, ce petit pays d'Afrique australe menacé de disparition, on peut le dire, par le virus. C'est à suivre à partir de 20h35. Faut-il recenser la population française en fonction de ses origines, de nos origines? C'est le principe des statistiques ethniques. Le commissaire à la diversité, Yazid Sabeg, rendra demain son rapport sur le sujet. Sujet très controversé, car vous le savez, la tradition française ne reconnaît en théorie, que des citoyens sans aucune distinction d'appartenance. Alors voici les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son avis. Statistiques ethniques, le débat avec Hakim Abdelkalek et Frédéric Bonne. Êtes-vous blanc, noir, asiatique, chinois ou mixte? Cette question est posée lors des recensements en Grande-Bretagne. Le but, nourrir les statistiques ethniques du pays. En France, certains souhaiteraient un outil comparable, mais quelle en serait l'utilité?
Les statistiques serviraient à révéler des discriminations qui ne se voient pas aujourd'hui, notamment dans l'éducation, notamment dans les parcours professionnels et notamment dans les écarts salariaux. Si vous n'avez pas d'outils statistiques, ces discriminations-là, vous ne les voyez pas. Les statistiques ethniques sont fondées sur une sorte de magie du chiffre, comme si le fait d'avoir des chiffres allait permettre d'agir en la matière. Il y a plein de façons, dès aujourd'hui, de connaître l'état des discriminations, par la référence au patronyme, par la référence au pays de naissance de soi-même, de ses parents ou de ses grands-parents. Mais si l'on mesure la diversité de cette France multicolore, n'y a-t-il pas un risque de repli communautaire? Ce qui renforce le communautarisme, c'est l'absence de lutte contre les discriminations. Dans aucun pays où on a pris toutes les précautions, je n'ai vu la lutte contre les discriminations renforcer le communautarisme. C'est un faux combat, je n'ai jamais vu ça. En Grande-Bretagne aujourd'hui, avec ce type de système, ils en sont à plusieurs dizaines de catégories qui se sont constituées avec des réclamations identitaires. Et je pense qu'il ne faudrait pas être dans la confusion. Nous voulons lutter contre les discriminations. Lutter contre les discriminations, ça n'est pas répondre à une demande identitaire. Yazid Sabeg, le commissaire à la diversité, remettra demain son rapport à Nicolas Sarkozy. Un rapport qui sera décortiqué par ses détracteurs comme ses partisans. Les sciences, avec une éruption volcanique sous-marine très impressionnante au large des îles Tonga, dans le Pacifique Sud, une nouvelle terre pourrait faire son apparition. Laurence Decherf, Emmanuel Beck. Des colonnes de cendres impressionnantes, à des centaines de mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Des scientifiques en mission au large des îles Tonga assistent à l'éruption d'un volcan sous-marin. Dans cet archipel situé dans l'anneau de feu du Pacifique, 36 volcans identiques ont déjà été recensés. Les éruptions comme celle de White Island en Nouvelle-Zélande ne semblent pas créer de tsunami, mais c'est une possibilité. Les autorités ont rassuré la population de l'île de Tongatapu, à 10 km de là. Les vents vont dans le sens inverse. Située entre l'Australie et Tahiti, la plupart des 170 îles de Tonga ont ainsi été créées. La conséquence, c'est éventuellement la formation d'une nouvelle île qui pourra être peut-être détruite par la suite, suivant si l'activité se poursuit ou pas. L'Islande est l'exemple de la plus grande île volcanique formée de cette manière. Et on l'apprend à l'instant, un séisme puissant vient d'être détecté au large précisément des îles Tonga par l'Institut de géophysique américain. Pas plus de précision pour l'instant. Une belle histoire maintenant qui montre qu'il est parfois permis de rêver. 2 mois pile après l'offensive israélienne à Gaza, un convoi pour la paix parrainé par le français Marek Alter est entré dans le territoire pour distribuer des cadeaux aux enfants. Image irréelle mais encourageante, des rabbins ont été escortés par des hommes du Hamas. Envoyé spécial Loïc de la Mornette à la Labouramé. L'homme à droite porte une casquette pour éviter la provocation, car en dessous, il porte une kippa. Accompagné par 2 imams et un moine catholique, ce rabbin juif français laisse derrière lui le checkpoint israélien fortifié d'Erez. Il vient de pénétrer à Gaza. Je suis ému. Je suis ému et il faut que je trouve une explication à cette émotion. Ce qui fait office de douane est tenu par le Hamas. Comme les autres, le passeport du rabbin est contrôlé. Petit vent de panique. Un rabbin, ici à Gaza, étrange, mais c'est un invité, il faut le protéger. Une escorte d'hommes armés arrive, dirigée par cet homme, le chef de la police du Hamas en personne. Le convoi s'engage dans les rues d'un Gaza en ruine. Objectif, visite d'une école. Cette opération est parrainée par Marek Alter, un écrivain juif français qui a bataillé pour réunir ici symboliquement rabbins et imams. Ils seront critiqués certainement par des extrémistes de 2 communautés. Certainement. Mais ils sont les premiers. Et ils n'ont abandonné rien de leurs principes. Quand un rabbin vient ici chanter Shalom Aleichem, c'est quand même extraordinaire. Le rabbin Serfati s'est détendu. Il montre sa kippa, parle arabe aux enfants et leur apprend des chants de paix en hébreu. Les enfants m'ont donné l'assurance qu'il y a un espoir grandissant et que demain, ils diront, sur la base de ce souvenir, nous voulons vivre en paix. Certes, il n'y a pas eu de poignée de main officielle entre un rabbin et les dirigeants du Hamas, mais le symbole de paix est fort. Selon les organisateurs, aucun rabbin ne s'était ainsi rendu en plein cœur de Gaza depuis plus de 25 ans.
Et sachez par ailleurs que l'armée israélienne pourrait ouvrir une enquête suite à des exactions qui auraient été commises à Gaza pendant l'offensive. Ce sont en tout cas des soldats qui témoignent en ce sens ce matin dans la presse et sur les radios publiques israéliennes. Une exposition au musée du Quai Branly à Paris sur le jazz. Qu'est-ce que le jazz? Comment est-il né? En quoi a-t-il inspiré les arts du XXe siècle? Christophe Hérault, Régis Maté. Le jazz aurait bientôt 100 ans. Je dis bien aurait, car personne ne connaît sa date de naissance. Le lieu, c'est sûr, c'est l'Amérique, mais les origines, elles sont un peu floues. C'est un bâtard, le jazz, c'est vraiment, et comme dans beaucoup de cas, quand on a un bâtard, on ne sait pas exactement d'où ça sort, et on ne sait même pas très bien quand il est né, souvent. Les chants des esclaves africains se sont métissés des rythmes cubains et mexicains, une pointe de musique yiddish et un nom, le jazz. Jazz, ça voulait dire quelque chose d'un peu cochon, désignant des activités normalement pratiquées dans les maisons closes de la Nouvelle-Orléans. J'ai rencontré récemment un linguiste qui m'a dit que c'était un mot irlandais, en fait. Il y a une étymologie qui dit qu'il y avait un musicien qui s'appelait Jazzbo, je sais plus, Jazzbo Jim, ou je ne sais plus exactement son nom, et que quand il jouait, les gens disaient jazz, jazz, jazz. Le jazz, ce bien curieux personnage, en un siècle s'est bâti une histoire et des légendes. Et cela méritait bien de finir en exposition. C'est pas une exposition de musicologie, c'est un monde. C'est la manière dont un art venu lointainement de l'Afrique, de l'esclavage et d'une situation sociale que l'on connaît, a imbibé en quelque sorte tous les arts. Et c'est là que l'on croise Pollock, Warhol, Basquiat, Matisse, et tous ceux inspirés par ces mélodies et cette énergie. Ce soir-là, un visiteur, génial batteur et complice de Miles Davis, lui aussi peut donner sa définition. La musique, c'est la vie, et la vie devient musique. C'est comme un cercle, l'une nourrit l'autre. Le jazz, c'est la vie, c'est une musique bien sûr, mais c'est aussi une formidable boîte à images, emplie des souvenirs du XXe siècle. Un mot de football avec cette belle première pour André-Pierre Gignac, première sélection en équipe de France pour affronter la Lituanie en éliminatoire du Mondial 2010 dans quelques jours. Gignac, qui évolue à Toulouse, est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1. Et puis un rappel, en Coupe de l'UEFA, l'Olympique de Marseille s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale après un très bon match nul sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam. 2-2 au terme de la prolongation. Saint-Etienne, en revanche, a été écarté par le Werder de Brême. C'était l'un des visages qui participaient à la fabrication de ce journal. Ici, tous les jours, nous avons une pensée ce soir pour la famille et les proches de Michel Zillig, qui nous a quittés hier, entrée à Antenne 2 en 1982. Elle était une monteuse efficace et appréciée de tous. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Moins de grévistes, mais plus de monde dans les cortèges. La journée d'action sociale a encore été très bien suivie. 3 millions de manifestants selon la CGT, 1 200 000 selon la police. Ce soir, François Fillon, chez nos confrères de TF1, exclut un nouveau plan de relance. Mais il en appelle à l'ensemble du patronat. Il faut que les patrons renoncent à leur salaire astronomique, parfois, dit-il. Et puis, ces toutes dernières images qui nous parviennent d'incidents place de la Nation où s'est achevée la manifestation tout à l'heure. Un groupe de 200 personnes a commencé à incendier des tas de détritus, à jeter des projectiles sur les policiers qui ont chargé. L'accès à la place est entièrement bouclé. Des incidents qui se poursuivent donc actuellement, mais sans gravité, semble-t-il, excessive jusqu'à présent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Laurent Romeshko, 20h35, envoyé spécial, donc avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Très bonne soirée.